Hello, bienvenue à tous, bienvenue dans ce Wingmaster Débrief. Wingmaster Débrief, vous en avez maintenant l'habitude, c'est le deuxième numéro, c'est rendez-vous tous les samedis à 18h pour un contenu exclusif et gratuit sur notre chaîne YouTube. Donc déjà, abonnez-vous sur la chaîne YouTube juste en cliquant dessous, abonnement pour nous suivre chaque semaine. Il y aura des lives, il y aura des contenus que l'on aura préparés avant avec Jérôme Cano, votre spécialiste Wingmaster, votre expert Wingmaster qu'on va retrouver dans quelques instants. Cette semaine, ce n'est pas un live, c'est un contenu qu'on vous a préparé sur une vidéo que vous avez tous vu ces derniers jours. La FFVL en a parlé, il y a pas mal de sites qui l'ont reprise. On va l'analyser et la décrypter avec Jérôme dans quelques instants. Donc c'est un nouveau Wingmaster débrief comme toutes les semaines. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Hello Jérôme, Wingmaster débrief. À chaque fois, ça te fait, ça te donne la pêche, Ouais, hein, ce à petit chaque fois, je suis générique. hypnotisé par le teaser. C'est bon. Bon, on se retrouve donc toutes les semaines, tous les samedis, aux alentours de 18h, on diffuse un contenu. Cette semaine, on l'a préparé un petit peu avant parce que ça demandait un petit peu d'analyse. C'est une vidéo qui circule depuis quelques jours. Tout à fait. Il y a une vidéo qui a été faite l'année dernière, qui est assez longue, qui dure une demi-heure c'est sur le parachute de secours et une expérience a été faite avec pas mal de pilotes sur des lancers sur tyroliennes pour essayer de comprendre ce qui se passe, le mouvement qui est mis en place, les différentes possibilités de placement du secours et ce que ça engendre en fait, pourquoi ça marche pas, et se poser des différentes questions. Et cette année, une nouvelle vidéo, toujours de la même personne, a été. En fait, c'était un complément de cette vidéo et ils ont rajouté un élément qu'on va voir pour cette deuxième vidéo, un élément pour essayer de se rapprocher de la réalité, donc avec plus de perte de repère du pilote avant qu'il lance son secours. Voilà. Bon, en tout cas, Donc c'est vidéo intéressant, on va ouais, regarder les deux. Ouais. hyper intéressant. On va vous expliquer tout ça ce soir, vous décrypter dans ce Wingmaster débrief. On vous rappelle que Wingmaster débrief, donc c'est la chaîne YouTube qui est gratuite. Abonnez-vous et puis vous pouvez cliquer également sur la petite cloche. Vous serez prévenu à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu. Donc toutes les semaines, nous on s'engage à faire un contenu avec Jérôme. Pas de live cette semaine, ça sera peut-être la prochaine fois. Et on a encore des idées. Il y a des petits trucs qui vont apparaître, des nouveaux contenus réguliers en tout cas. Et puis Wingmaster, vous le savez, Wingmaster c'est une masterclass avant tout, masterclass faite par Jérôme qui vous présente dans 21 épisodes, 11 heures de vidéo, un contenu exclusif avec toutes les techniques du parapente pour apprendre à décoller, à atterrir, les approches, les incidents de vol, les descentes rapides, etc., le pliage du secours. Il y a beaucoup de choses dans Wingmaster. Vous en avez pour des mois, voire des années, à consulter toutes ces vidéos, à les regarder, à les re-regarder encore. C'est le coût d'une journée de stage de formation. En plus, il y a des promos. En ce moment, on a toujours une petite promo qui s'appelle Glagla, code promo moins 10% parce qu'il fait froid en ce moment. Donc, on l'a laissé active. Si vous tapez le code Glagla en majuscule, vous avez le droit à 10% de réduc en ce moment. Profitez-en, ça ne va pas durer, ça va s'arrêter bientôt. Et cette masterclass, ça vous permet de pas d'apprendre le parapente, mais une fois que vous avez appris avec un instructeur, ou peut-être que vous avez 10 ans d'expérience de parapente, ça permet de revoir des techniques. Et surtout, les techniques d'un pro en vol. C'est pas des techniques d'un instructeur. Jérôme ne vous donne pas des cours de parapente, il vous montre ce qu'il sait faire. C'est ça, Jérôme, l'idée. Tout à fait. Alors, plusieurs points. Déjà, ça s'adresse du débutant jusqu'au pilote confirmé pour donner un cadre à qui s'adresse. Donc, ça
ça ratisse assez large au niveau du public. Et ensuite, oui, le but, c'est pas de faire une formation en ligne, mais c'est plutôt de compléter soit ce que vous êtes en train d'apprendre, soit de revérifier ce que vous savez déjà parce que vous volez depuis longtemps, mais il y a longtemps que vous n'avez pas été vous dire, tiens, comment je fais les oreilles, essayer de voir est-ce que les techniques ont évolué, le matériel évolué, tout, c'est vous remettre un petit peu au goût du jour. Et moi, je pose en fait un espèce de cadre, basé sur mon expérience de pilote et aussi de moniteur, quoi. Voilà, essayer de poser les choses du début jusqu'à la fin pour un pilote autonome. Voilà, et hyper intéressant. Effectivement, on a, pour vous raconter un petit peu tous les pilotes que l'on a, il y a des débutants, il y a des gens qui apprennent tout seuls, ce qu'on ne recommande pas. Et d'ailleurs, tu le dis, Jérôme, si vous apprenez tout seul, allez voir un instructeur. Après, allez faire des stages parce qu'on peut prendre des défauts, donc c'est pas recommandé. Mais on a surtout une majorité de pilotes qui volent depuis longtemps, voire même très longtemps, et qui reviennent voir, parce que c'est vrai que le parapente, on a pu apprendre il y a 10, 15 ans. Voire plus, et on n'a pas forcément refait des stages, on s'est pas forcément remis à niveau, et là ces vidéos ça permet de le faire aussi quelque part en flattant son ego, j'allais dire, Jérôme, parce que c'est pas évident d'aller montrer aux potes qu'on a besoin d'aller faire un stage, il y a ce côté là, hein, souvent Et on oui, n'ose bien pas sûr, aller faire une il y a ce formation. côté-là, c'est-à-dire qu'on peut très bien vérifier notre technique actuelle concrète. Et l'avantage de Wingmaster, c'est ce qui peut permettre à certains pilotes qui volent depuis très longtemps d'avoir un visuel, ce qu'ils n'ont jamais eu ou ce qui ont, parce que si on a appris il y a 15-20 ans, ça n'existait pas parce que c'est très récent, le fait d'avoir un visuel vidéo avec caméra embarquée, ce qui permet de vraiment comprendre ce qu'est un mouvement, qu'est-ce qu'est une amplitude d'action sur la commande, la vitesse d'action, le transfert de poids, et tout de suite, ça permet vraiment de cadrer ou donner des repères qu'on n'avait pas avant. Wingmaster.top, la masterclass, allez-y, et puis en plus donc il y a cette promo en ce moment, et vous verrez le site, il y a aussi une communauté avec ces milliers de pilotes là inscrits à Wingmaster. Là on vient de changer le site, donc il y a un mois, et ça commence à discuter, ça commence à échanger, et Jérôme est très actif, il répond à toutes vos questions. Pour l'instant on n'en a pas encore des milliers, quand il y aura des milliers ça sera peut-être plus compliqué, mais il s'est engagé à être là et à vous répondre et à donner plein de conseils. Donc il y a même des gens qui envoient des vidéos pour avoir des analyses, etc. Donc c'est une communauté privée qui vous est réservée si vous êtes membre de Wingmaster. Voilà qui est dit. On va passer au sujet du jour, Jérôme, qui est cette vidéo là qui circule. Donc c'est le docteur, alors pour donner son nom, je te l'ai mis en photo, je vais te le retrouver là dans quelques instants, le voilà. C'est le docteur Matt Wilkes du Free Flight Physiology Project, qui a effectué des recherches sur la physiologie des parapentistes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu donc le contexte? Il y a eu une première vidéo de l'année dernière, une vidéo cette année. Qu'est-ce qu'il a fait déjà il y a un an à peu près? Alors, il y a un an, c'est une vidéo en fait où il a voulu filmer, quoi, mettre des pilotes. Alors, ce qui est important, c'est qu'il a pris un public de pilotes de loisirs qui correspond à la majorité des pilotes qui font environ 30 heures de vol par an. Hein, ce ne sont pas des pilotes qui font 200 heures ou 300 heures, ni des pilotes professionnels, ni des pilotes qui passent énormément de temps à voler. Donc, c'était plutôt des pilotes de loisirs, environ 30 heures par an avec des vols intermédiaires. Et il a pris un groupe d'environ entre, je crois, pas loin de 80 pilotes, et il leur a proposé de faire un lancer de secours sur tyrolienne, en fait, hein, pour aller vite. Et dans un contexte particulier, on va y revenir. Et ce lancer de secours va être filmé avec, il y a des consignes particulières, il y a différentes caméras qui permettent de filmer ce que le pilote fait, en fait, et ça va permettre de faire de cette expérience une analyse du lancer de secours. Qu'est-ce qui se passe au niveau du matériel, qu'est-ce qui se passe au niveau du pilote, etc., pour en tirer quelques conclusions. Comment ça marche, pourquoi ça ne marche pas, et ensuite emmener de faire une synthèse et d'amener des éléments d'évolution pour améliorer en fait le lancer du secours, l'utilisation du secours. Jérôme, on sait que même il y a des accidents de parapente où les parapentistes n'ouvrent même pas leur secours, hein, c'est ça qui est étonnant. Oui, c'est-à-dire que sur la majorité des secours qui sont tirés, ça fonctionne en fait.
quand le pilote fait l'action de tirer son secours, ça marche quasiment tout le temps. Il n'y a pas de suraccident notoire après avoir tiré son secours. Par contre, il y a des pilotes qui ont été accidentés après un incident de vol parapente et qui n'ont à aucun moment pu tirer leur secours ou décider de le tirer. Et ça s'est fini par un accident, voire accident mortel. Donc la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que le pilote n'a pas pris la décision d'actionner son secours, quelle que soit la hauteur? Donc il y a différentes pistes là-dessus. Ça peut être un stress intense qui paralyse le pilote, un stress qui met le pilote dans un système de combat, il veut essayer d'y arriver jusqu'au bout et il ne percute pas qu'à un moment, il y a un point de non-retour, il faut qu'il tire son secours. Et après, il y a peut-être aussi le pilote a voulu tirer son secours, mais il n'a pas pu pour des raisons physiques, perte de repères, etc. Donc, il peut y avoir 3 thèmes qui expliquent pourquoi pourquoi le secours n'a pas été utilisé alors qu'il devait être utilisé. Ouais, et il y a une chose intéressante là dans cette vidéo, ce que l'on voit dans la première vidéo, c'est qu'il fait le parallèle avec ce que cette expérience, c'est pas une expérience, c'est des exercices que font les pilotes professionnels d'hélico chaque année. Ils font des simulations de crash en piscine, donc dans une maquette, on les laisse tomber dans l'eau, par exemple de nuit à l'envers, et ils doivent sortir le plus vite possible. Et on se rend compte que c'est le docteur Wells qui fait le constat que quand on a vraiment peur, quand on est plein d'adrénaline, on a tendance à oublier tout ce qu'on nous a dit, toutes les répétitions que l'on a pu faire, tous les exercices qu'on a pu faire, et c'est instinctif en fait. C'est quelque chose d'instinctif. Donc il dit, nous avons tendance à oublier tout ce qui nous a été dit, nous avons tendance à nous comporter dans un certain nombre d'aspects très basiques, très instinctifs. C'est ce que tu appelles le cerveau primitif, c'est ça, Jérôme? Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'en stress intense comme ça, le pilote va basculer sur un système de survie en fait qui va être soit ne rien faire, soit combattre, soit fuir. Et ce système instinctif, en fait, c'est des raccourcis du cerveau à l'action. L'analyse, en fait, pourquoi le gars est dans une simulation d'hélicoptère renversé, il devrait faire ça, suivre la flèche et tout, ça marche pas parce que le stress doit être trop important et il bascule dans un autre système de survie, en fait, et qui peut être contre-productif. Le cerveau reptilien, c'est ça ce qu'on on dit le cerveau reptilien. Et peut-être que le fait de répéter, de se former, etc., on arrive petit à petit à faire un circuit qui permet en cas de stress, un autre circuit, un circuit réflexe qui permet d'être utilisé même en cas de stress intense. Mais quand tu parles de circuit neuronal, c'est pas inné en fait, ça c'est quelque chose qui doit se travailler, alors que nous, au niveau physiologique, cerveau, je suis pas scientifique, je suis pas spécialiste là-dedans, mais on est encore on peut réagir en mode de survie comme nos ancêtres, les hommes préhistoriques, qui étaient soit ils fuyaient le danger, soit ils s'enfermaient, ils se protégeaient, soit ils combattaient, quoi. Il n'y avait pas d'autre système. C'est ce que tu dis, et c'est reconnu dans plein de disciplines. Maintenant, aujourd'hui, on fait des connexions neuronales, c'est ça, la répétition, et c'est pour ça que les pilotes s'entraînent, et c'est pour ça qu'ils font ces exercices-là pour les pilotes d'hélico. À force de refaire et refaire des gestes, on crée des connexions neuronales et on va inventer un nouveau réflexe, en fait. On va créer un nouveau réflexe, un nouveau circuit de cerveau-action, justement pour éviter de rentrer, ça nous sauve le système de survie avec le cerveau reptilien. Par contre, peut-être que c'est plus du tout adapté à notre vie quotidienne. Par exemple, le parapente, l'hélicoptère, c'est des choses très, très nouvelles en fait, quoi. Donc il faut réadapter des circuits adaptés en fait, pour que ces actions deviennent réflexes, mais il faut les entraîner. C'est ça. Donc et pour parler de l'expérience de Dr. Wiles, on a déjà vu les images tout à l'heure. Donc lui, il veut tester les gestes du parapentiste en conditions de stress dans le but d'améliorer le matériel. C'est ça l'idée, c'est pas la gestuelle. Lui, il pense que ça passe d'abord par le matériel. Et donc on va voir, tu vas nous expliquer là le dispositif, on va mettre une image arrêtée qu'il a inventé. Alors lui, il dit que les parachutes de secours ont été testés par des fabricants, certes, mais que généralement ces parachutes de secours sont installés au bout
bout d'une chaîne de matériel qui comprend une voile, une sellette, une poignée de secours, des élévateurs de secours, un parachute. Et tous ces éléments peuvent être différents. Ils n'ont pas été fabriqués ensemble. Et ça peut aussi être problématique, hein, c'est ça. Et oui, et dans la chaîne, on peut même rajouter le pilote. Et oui, bien sûr. Donc quand on achète, alors les secours sont homologués, c'est-à-dire qu'il est simplement vérifié que le secours est assez solide, donc c'est une ouverture, pas en chute libre, mais environ à 120 km/h, voire une ouverture très rapide, voir si le matériel résiste à une ouverture choc. Et le deuxième truc, c'est le comportement du secours ouvert, c'est-à-dire simplement un PTV, donc là c'est un équipage en général, ou un pilote sous le secours qui a largué sa voile principale et descend sous son secours. On vérifie que le taux de chute n'est pas trop important, c'est-à-dire sur la norme EN ne dépasse pas 5,5 mètres secondes et qu'il est stable en roulis, c'est-à-dire qu'il ne se met pas à penduler comme ça jusqu'en bas. Donc stabilité, taux de chute et résistance mécanique. Donc voilà les secours que vous utilisez. Mais à partir de là, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, c'est-à-dire le montage du secours dans la sellette, le type de montage, c'est-à-dire le type de container qu'on a dans les sellettes, que ce soit dans le dos, sous les fesses, en ventrale, et ensuite la manière de l'utiliser et le contexte dans lequel on l'utilise. Donc il y a énormément de facteurs après le secours homologué en fait. Et c'est l'expérience qui sont faites là sur tyrolienne, filmée et tout, va permettre d'intervenir ou de regarder ce qui se passe après le fait qu'on utilise un parachute homologué. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, c'est ça, avec tous les problèmes, toutes les problématiques qu'on peut avoir liées à la sellette, à la poignée, aux La manière de élévateurs, faire, la le manière de faire. stress, voilà, Voilà, exactement. exactement. Donc, eh bien, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je te mets la photo du Oui. dispositif là, inventé par le docteur Matt Wilkes. Donc, ça se passe en Angleterre, hein, tout ça. Est-ce que, bah voilà, décris-nous un petit peu ce qui se passe et ce qu'ils ont voulu faire. Alors voilà, l'objectif, c'est d'essayer de se rapprocher, bien sûr, de la réalité, bien que ce soit une tyrolienne, donc on en parlera plus tard, il y a quand même une différence avec la réalité, mais essayer de se rapprocher de la réalité. Donc déjà, vous avez vu que le pilote est incliné, donc quand il va être lâché, il va y avoir un petit peu de pendule au début. Donc ça, il y a une déstabilisation du pilote au niveau des sensations. Ensuite, il a des consignes, ce pilote, c'est-à-dire qu'il doit regarder en haut, il doit avant d'être lâché, il ne va pas savoir quand est-ce qu'il va être lâché pour essayer de mettre de la surprise, etc. On va lui demander aussi, pour le déstabiliser ou pour mettre son attention ailleurs, à répondre à des questions où il a un petit truc à faire au niveau Ouais, cognitif. il doit réciter dans sa tête des mots commençant par la lettre A. Ça. Voilà, et donc il fait ça avant de partir, avant de partir, avant qu'on le lâche, mais c'est pas quand on le lâche. Il a aussi les poignées les poignées de commande en main avec des gants. Et chaque pilote qui va se retrouver dans cette situation a exactement le même protocole. C'est une expérience, on va dire, scientifique dans le sens où tous les trucs vont être reproductibles pour essayer ensuite d'analyser ce qui se passe si tout le monde fait la même chose en fait. Donc le protocole est assez précis et tout ça est filmé avec différentes caméras. On voit les perches, hein, caméra latérale, caméra frontale, etc. Et donc on voit là, il y a une personne qui tient le pilote comme ça et le pilote ne sait pas quand il va être lâché et la consigne c'est dès qu'il est lâché, il doit tirer le parachute de secours le plus rapidement possible en lâchant sa commande et il doit tirer son secours. Et tout ça est filmé. Voilà, et on va revoir ce que ça donne. Donc là, il y a un petit briefing déjà au sol pour leur expliquer un petit peu la manip, parce que c'est des pilotes, c'est ça, hein, ce que tu disais, c'est des pilotes de tous les jours. Hein. Je crois que c'est de moins de Exactement. 3 ans l'expérience de parachute pour la moyenne. D'accord. Donc voilà, des pilotes qui volent environ 30 heures par an. Donc ça veut dire qu'ils volent pas tous les jours, mais ils ont quand même un matériel complet avec un parachute de secours. Il y en a Voilà. qui ont été formés sur le secours, qui l'ont déjà tiré, d'autres non, etc. Et voilà, et on voit un Et peu les images chacun, là, ce oui, que ça donne, Jérôme, déjà. exactement. Voilà, on voit les images. Alors, on voit qu'il y en a qui forcent un peu pour sortir. Il y en a qui vont très rapidement. Il y en a qui font des mouvements parasites, qui font plusieurs mouvements. C'est par rapport à leur expérience, leur ressenti, leur croyance, ce qu'ils pensent faire. Il y a des parachutes sous les fesses, il y a parachute ventral, etc. Il y a pas mal de choses et on voit différentes manières de faire. C'est ce qui va être analysé.
Et je voulais juste rajouter, c'est que chaque pilote a exactement le même briefing avant d'être parti pour essayer qu'il n'y ait pas des différences entre chaque pilote au niveau des consignes, manière de faire. Après, chaque pilote va faire dans la situation réelle, il va faire quelque chose, quoi. Et c'est ce qui est regardé, analysé. Voilà, et donc le Dr. Wells, là, il a fait une analyse quantitative, il a regardé toutes les vidéos, donc il y avait 55 participants. Il a regardé le temps de déploiement et aussi les angles, donc effectivement ce que tu racontais, comment les gens ont fait les déploiements en fonction de leur mouvement. Et ensuite, il est allé à Annecy, il a refait des manips en réel et il a fait voir toutes ces images aussi à des professionnels qui chacun ont donné leur avis. Donc Jérôme, une des premières constatations là qu'il fait, c'est la position des mains des parapentistes et on voit, il y en a certains qui s'accrochent aux freins, il y en a qui s'accrochent aux élévateurs. Lui, là, on voit, il tire sur les freins à fond. Il y en a un là qui va croiser la main pour prendre un élévateur et sortir son secours. Ça, c'est intéressant. Hein. Alors oui, c'est intéressant parce que justement de faire toujours le même protocole, ça permet à chaque fois, peut-être qu'il a dû regarder des choses précises que fait le pilote, où il met sa main, etc. Et c'est intéressant. Et là, sur ces premières, il voit que chaque pilote va avoir une manière de faire différente pour aller trouver la poignée. Et donc, on voit, par exemple, ce pilote, voilà, se tient en appui sur un élévateur. Il a besoin d'un appui corporel pour libérer la main ensuite extérieure et aller chercher la poignée de secours. Lui, on voit qu'il se cramponne sur les freins, donc au moment où ça part, il va se retenir sur les freins avant de faire une action secours, et on voit qu'il a aussi sa main extérieure qui vient chercher le groupe d'élévateurs opposé à la poignée de secours. Celui-là, alors lui, il va carrément, il a besoin, peut-être qu'il est plus déséquilibré, donc carrément venir chercher avec sa main opposée du côté avec les élévateurs, c'est marrant, du même côté que la poignée pour aller se tenir, pour avoir un appui, pour ensuite tirer son secours. Lui, on voit bien l'appui main gauche qu'il a. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est une première remarque qu'il va faire. Chaque pilote, en fait, tout le monde a les mêmes consignes. On a demandé à personne de prendre un appui quelque part, etc. Donc c'est vraiment un geste réflexe qui peut être soit par le déséquilibre, soit pour neutraliser un côté, pour s'occuper de l'autre. C'est des gestes réflexes, ou peut-être que les gens pensent qu'il faut de la force et qu'il faut qu'ils aillent vite, donc ils ont besoin d'un repère physique à l'opposé qui va les maintenir. Voilà, ils font à peu près tous un peu le même mouvement de maintien d'un côté. Donc il y a aussi une partie où les gens cherchent la poignée du secours, hein, c'est ça Jérôme? Donc on voit là, voilà, sur la caméra latérale, on voit en fait les mouvements des mains pour aller chercher la poignée du secours. Alors ce qui va trouver, c'est qu'on voit que les mouvements du bras de chaque pilote à peu près, il va retrouver le même mouvement, c'est que la main descend rapidement au niveau de la hanche, et de cette position, le pilote va faire un mouvement vers l'avant ou vers l'arrière pour essayer de retomber sur la poignée, en sachant que la majorité des secours là qui sont utilisés sont des secours en container sous-cutal. Donc chaque pilote va descendre la main au niveau de la hanche et ensuite trouver la poignée soit en bougeant sa main, donc la retrouver de manière sensitive, et en même temps de placer son regard. On voit les gens qui baissent la tête et qui regardent s'ils la trouvent pas tout de suite, en fait. Donc il y a l'air d'avoir un mouvement répétitif ou récurrent de hanche, chercher la poignée, regarder. Et là, il y a l'importance de la forme de la poignée. Hein. On va voir dans les préconisations après, c'est que cette poignée, des fois, elle est là. Il n'a pas demandé aux gens de préparer avant leur matériel d'une façon particulière, mais on voit qu'il y a des poignées qui sont peut-être plus ou moins bien sorties et les gens n'arrivent peut-être pas forcément à appréhender la poignée, c'est ça. Hein. Voilà, il y a différents trucs. C'est que les pilotes utilisent leur matériel personnel. Hein. Donc, et on voit simplement avec les images que les poignées sont de différentes couleurs, de différentes formes. Elles sont plus ou moins plaquées sur la sellette. Regardez, celle-là est très plaquée sur la sellette. Elles sont de tailles différentes. Donc, ça va permettre ça ensuite de faire des préconisations sur le matériel. C'est-à-dire essayer peut-être de standardiser la poignée au niveau taille, au niveau couleur et au niveau le fait que la poignée soit très préhensible. C'est pour ça que tous les pilotes sont dans la même situation, ils ont tous les mêmes gants en fait. Alors c'est sûr que si on a des gros gants ou pas de gants du tout, ça va être différent. Donc là, pour pouvoir refaire le même protocole, tout le monde a le même gant et on voit que le matériel est différent et que ça
a des conséquences. Autre chose intéressante, Jérôme, c'est aussi la manière d'être habillé et les obstacles qui peuvent gêner la préhension de la poignée de secours. Hein. Voilà, alors là, c'est intéressant. Regardez sur cette image, on voit que le gars, il est habillé avec une grande veste qui n'est pas fermée et que le premier mouvement vient dans l'angle de sa veste. Et donc, il attrape sa veste plutôt que la poignée. Il attrape déjà sa veste au départ où la veste le gêne au niveau visuel et au niveau, il a un truc qui bouge, il pense que c'est ça. Parce que c'est au niveau de sa hanche, hein, on voit que tous les pilotes font le même mouvement là, mais au niveau de la hanche, et ce bout de veste va le gêner. Il ne voit pas la poignée et il a un truc qui le gêne sensitivement pour le récupérer. Donc ça, c'est un truc qu'il faut enregistrer. On va voir ce pilote, lui. Regardez, donc le mouvement est bon, il tire et boum, il va prendre l'accélérateur ou plutôt le cale-pied de sa sellette. Et il est même surpris, il dit tiens, qu'est-ce que c'est ce qui bloque? Et je crois que c'est le cale-pied, je ne suis pas sûr que ce soit l'accélérateur, mais donc c'est un obstacle extérieur qui va gêner le fait de prendre la poignée rapidement, en fait, du premier coup. Étonnant. Peut-être Et là, il y en a encore un aussi, pareil, qui est gêné par quelque chose dessous. Là, il prend dessous, il tire sur oui, il a l'air de prendre un bout de tissu de la sellette, en fait, quelque chose de proéminent, et il insiste dessus un petit peu, il insiste avant d'avoir un visuel sur la poignée. Et je pense à un truc en regardant là, c'est que le pilote a aussi un casque intégral, et le fait de regarder à la verticale en dessous, je me demande si la mentonnière ne le gêne pas aussi visuellement. Je percute là-dessus en regardant oui, tu as raison, c'est vrai comment il est équipé. Donc au niveau du champ visuel, ça peut être, parce qu'on reparlera du champ visuel après. Puis sa poignée est très plaquée aussi, donc effectivement. Et la poignée est très plaquée. Donc là, ce pilote cumule, c'est son matériel régulier, hein, et on ne lui a pas donné ce matériel, il ne le découvre pas. Il le découvre dans une situation particulière. On voit bien la différence entre le pilote qui a le casque intégral, où il a un champ visuel vers le bas qui va le gêner, alors que la poignée est en bas. Il cumule la poignée qui est plaquée contre la sellette, donc il la voit encore moins bien, il la sent moins, et il a un obstacle avant la poignée qui est proéminent et qui va le perturber au début, au moins attirer son attention. Voilà. Donc, qui cumule, et on voit que des petits détails cumulés, c'est ce que va dire le docteur dans son analyse, c'est le temps que ça met en fait. Le gars a décidé de tirer son secours, mais il y a plein de trucs qui vont perturber le cheminement. C'est ça, et ce qui est intéressant dans son analyse, c'est qu'il dit que la sortie moyenne se fait alors c'était entre 2 et 5 secondes, mais en moyenne c'est 2 secondes la sortie du secours. Il dit pour un pilote non confirmé, on devrait pouvoir sortir le secours en 2 secondes, sauf que là il a analysé le fait que ces petites erreurs, elles font perdre une demi-seconde en plus par rapport à quelqu'un qui le sort directement. Donc, voilà, alors c'est... ça paraît pas beaucoup, une demi-seconde, mais une demi-seconde avec un taux de chute important ou etc. Alors, ça peut être compté en mètres et surtout, ça peut perturber le pilote. Imaginez que vous êtes en situation de stress et vous avez un mouvement, vous avez décidé de tirer votre secours et il y a des choses qui perturbent là. Je pense pas que moi, personnellement, si le truc marche pas tout de suite, je pourrais rentrer dans de la panique ou de l'énervement où ça aurait un impact sur ma manière de ressentir les choses, de faire les choses. Donc, on voit que ces détails, hein, il est liste. Il y a la position de la poignée, la forme de la poignée, la couleur de la poignée, les obstacles autour de la poignée. Donc, ça fait 4 petits éléments qui pourraient faire gagner une demi-seconde, voire une seconde, ce qui est non négligeable. Il y a un truc assez étonnant, il en parle beaucoup mais on le voit pas super bien, il n'a pas mis toutes les vidéos, mais il explique que la plupart des gens quand ils cherchent la poignée, donc ils ne regardent pas, ils n'utilisent pas forcément le regard, mais ce qui n'est pas évident, hein, effectivement, toi, je ne sais pas si tu apprends comme ça, mais moi on m'a appris qu'il fallait faire des poignées secours témoins en la cherchant par réflexe, j'allais dire, pas forcément pencher la tête, ce qui n'est pas toujours évident, mais peut-être que c'est ce qu'il faut faire, tu vas me le dire. Mais surtout, il explique que le réflexe de 80% des gens, c'est d'aller toucher leur hanche, au niveau de leur hanche, et que s'ils ne trouvent pas, ils avancent vers la cuisse, vers le genou, et non pas, alors que quand c'est en sous-cutal, c'est plutôt carrément sous les fesses.
Et il explique que c'est peut-être lié au fait qu'on a l'habitude de chercher ses clés, son portefeuille ou son téléphone dans la poche. Donc c'est une de ses explications. Ou peut-être que c'est le fait qu'on repère plus facilement l'endroit où sont nos os. Donc on a envie de se taper Ouais. sur la hanche, sur la cuisse. On sait visuellement, enfin pas visuellement, mais physiquement, Kinesthésiquement, ouais. voilà, Ouais. kinesthésiquement, par la sensation où ça se trouve. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Jérôme? Ah oui, je découvre comme lui, en fait, cette espèce de mouvement réflexe qui a l'air de toujours revenir au même endroit, c'est-à-dire la hanche. Alors peut-être qu'on ne veut pas se faire piquer son portefeuille dans la poche, j'en sais rien. C'est On ça. a peur d'avoir perdu le téléphone dans la poche. Donc c'est un endroit qu'on connaît et peut-être quotidiennement, c'est vrai quand j'y pense, je mets souvent des trucs dans ma poche arrière ou sur le côté. C'est un endroit qu'on utilise énormément. Et oui, ça peut être aussi physiologiquement, la manière dont on est fait. Le fémur, c'est un gros os, la hanche, une grosse partie articulaire du corps. Donc, c'est quelque chose qu'on a visuellement, on sait où c'est. Donc, ça serait un réflexe, un repère, en fait, le premier repère. Peut-être plus facile de mettre la main à la hanche que si on disait, bah, tiens, tu mets la main directement sur ta hanche, c'est plus facile que de mettre la main directement sur le genou ou je sais pas où dans le dos. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je découvre ça en même temps, ce mouvement-là. Et qui va en déduire, c'est ça qui est bien, c'est pourquoi on n'utilise pas ce mouvement réflexe, pourquoi on ne l'utilise pas vu qu'il a l'air d'être récurrent, quoi. Ouais, c'est ça, on va en parler sur les préconisations à la fin. Alors, il y a quelque chose qui est plus étonnant encore, c'est là, il s'est intéressé sur la façon dont les gens faisaient sortir leur secours, et on va voir les images, tu vas pouvoir nous les commenter. Ça, c'est plus étonnant, c'est qu'on pense que le secours, eh ben, on le sort de façon latérale, mais il constate que la majorité des gens eh ben, ne font pas ça. Alors là, on voit qu'il tire le secours qui est sous-cutal vers le haut, et on remarque que certains, regardez, il y a beaucoup d'efforts à fournir. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que les concepteurs de Il explique tout sellettes. ça, ce mouvement voilà, de l'épaule là, qui, au lieu de partir latéralement, part vers le haut. Ce qui Voilà. est fou, Et quoi. c'est ce qui est étonnant, en fait, c'est qu'il y a un conflit, en fait, c'est-à-dire que ça, ce sont des sellettes à planchette. Donc, les concepteurs travaillent plutôt sur une sortie facile latérale ou vers le sol, en fait. C'est-à-dire que les panneaux qui sont sous la sellette vont s'ouvrir un peu vont s'ouvrir comme ça pour que le secours puisse tomber, ou latéralement où il y a de la place pour tirer. Et sur ces vidéos, le docteur remarque, c'est Matt, hein, je crois son Ouais, c'est prénom, ça. remarque que comme les pilotes ont besoin d'efforts, mais au moins c'est peut-être une croyance, hein, d'avoir besoin d'un effort pour sortir son secours. Il faut regarder, là on voit l'image, elle est flagrante, c'est qu'il y a vraiment un effort physique important qui est décidé par le pilote. Et s'il pense, le pilote, qu'il a besoin d'un effort physique, il ne peut pas du tout tirer latéralement parce que ça fait travailler l'épaule. Donc c'est très inconfortable et musculairement pas puissant. Donc les pilotes vont tirer vers le haut, alors soit carrément avec le biceps, soit en tirant vers le haut comme ça. Le pilote a beaucoup plus d'efforts, peut fournir beaucoup plus d'efforts. Par contre, ça va à l'encontre de la sortie facile, en fait. Ça, c'est intéressant à voir. Donc là, il y a peut-être un boulot au niveau de la conception, mais il y a un truc à trouver puisque vers le haut, il y a la planchette, donc c'est difficile d'ouvrir la facilité d'ouverture vers le haut puisqu'il y a la cuisse du pilote plus la planchette de la sellette. Et Et c'est pour ça que effectivement, et ça marche pas bien. On le voit. Et là, il on voit galère. que ça bloque, Ouais, alors ouais. que tout le container est ouvert. C'est-à-dire qu'il est carrément ouvert à 100%, peut-être même en dessous, on ne le voit pas. Donc le secours ne cherche qu'à sortir. Et là, l'action vers le haut a tendance à bloquer le secours contre la planchette, quoi. Et c'est ça. Alors qu'il là, il suffirait d'un geste latéral pour que ça sorte tout Vers seul, quoi. l'extérieur, c'est ce que finit par faire le pilote. Il essaye Ouais. différentes positions, mais là, il reforce vers le haut, il force, et le secours finit par sortir parce que l'effort fourni est très important. Est-ce Et qu'une des... regardez là, on voit Ouais, on voit bien sur ça. Ouais. que la pilote voilà, tire vers le haut et il va tourner son bras pour avoir un effort musculaire le plus grand possible. Regardez là, c'est vraiment une traction énorme, comme si elle soulevait quelque chose de 20 kilos. C'est le mouvement qu'on ferait pour le sortir.
C'est ça. Alors que le secours, ça pèse 1, 2, 3 kilos, quoi. C'est ça qui est fou, Voilà, quoi. ça va Ça peser pèse. entre 1 et 3 kilos et surtout que tout le container est ouvert là. Et donc, il pourrait presque, en le lâchant, il pourrait tomber, le secours. C'est ça Ouais. qui est super intéressant dans cette vidéo. Et en faisant le même protocole, on voit que c'est quelque chose de récurrent. C'est ça qui est important. Si sur une tyrolienne, parce qu'on verra aussi d'autres vidéos, le gars fait ça, ben, on n'arrive pas à voir que c'est quelque chose de récurrent. Alors que là, si 80 pilotes le Là, font, on se dit, tiens, alors sur 55, il dit 70% des pilotes et oui, font le mouvement vers le haut ou haut et arrière. et oui, Et ça ouais. fait 30 pilotes, c'est énorme, 2 tiers des pilotes quoi, qui font ce mouvement-là. Donc c'est un mouvement qui revient, quoi. Alors que le bon geste, on le connaît, tu vas le rappeler. Et juste avant que tu l'expliques, est-ce que l'explication, on n'est pas scientifique, hein, on l'aura peut-être pas, mais ça peut vouloir dire aussi que ces pilotes manquent d'entraînement, ils n'ont jamais fait de tyrolienne, que justement on leur a pas expliqué tout ce qu'il fallait faire. Il y a aussi ça, c'est une question de formation. Alors après, il y a plein de facteurs qui Ouais, rentrent bien en jeu. sûr. Il y a le côté de stress. Je pense, moi perso, si je stresse, je vais peut-être mettre de la force. En fait, c'est difficile. J'en sais rien, mais je me imagine dans cette situation-là que je vais essayer de mettre tout de mon côté pour que ça marche. Donc peut-être il y a l'effort musculaire. Voilà. Donc peut-être besoin de forcer pour que ça marche, alors que un mouvement sans effort, qui n'est pas, qui ne permet pas d'avoir de la force, mais qui fonctionne bien, peut-être qu'il faut l'entraîner celui-là par la formation et la connaissance aussi. Euh, Se dire que le truc est fait pour marcher latéralement, donc il faudra que je fasse un mouvement latéral. Donc Si voilà justement, raconte-nous, de c'est ça, hein. l'intégrer, ouais. C'est la sortie d'un secours, c'est un mouvement latéral tout simple, c'est ça, Jérôme, Alors, quand il est sous cutane. ce qui est préconisé, ce qu'on préconise avant la vidéo qui le confirme, il faut que la sortie soit la plus simple possible, c'est-à-dire en un mouvement en fait. Un mouvement, ça veut dire que la sortie est suivie par le lancer en fait. Donc c'est ce qu'il explique ensuite, c'est un mouvement de balayage, on tire et on lâche plutôt vers l'arrière. Et après on verra que dans des configurations de vitesse de force centrifuge, ça se résume par je tire, je sors mon secours, je lâche. Et la force centrifuge va l'amener où il faut. Donc c'est un seul mouvement en fait, parce que c'est un mouvement qui est simple. Et comme il n'y a qu'un seul mouvement, il va être rapide. Et comme il n'y a qu'un seul mouvement, il n'y aura pas d'interaction avec des mouvements parasites. En fait. Simplifier le mouvement. Et donc il y a encore pire, c'est que il y en a aussi qui le font en deux temps, ce Voilà. mouvement, Jérôme. C'est ça, là, il y a aussi, Alors, c'est problématique ça. Et ça peut, après, et il on va faut. voir ce que ça cause comme effet. Voilà, Alors, là regardez, ça, c'est carrément il est intéressant. parti de Et l'autre là, côté. ça peut devenir chaud patate, quoi. Voilà. Et alors, la question, c'est comment ça se fait que le pilote fait ces deux mouvements? Mais je pense que le pilote veut bien faire, en fait. Et pareil, dans cette histoire de bien faire, lancer loin, lancer avec de la force, etc., c'est sûr que pour lancer un secours, ou plutôt pour lancer quelque chose à un poids, moi, si on me donne un poids, on me dit tu le lances le plus fort, il est sous tes fesses, et après tu lances le plus fort, le plus loin, oui, je vais l'armer pour le lancer, quoi. Donc le mouvement est quelque chose qui correspond à l'expérience de la vie. Le gars, il a déjà lancé des trucs, des cailloux, Ah ouais, n'importe c'est ça, quoi. c'est une idée reçue, tu veux dire, de on doit lancer ce truc qui paraît très lourd et il faut le lancer Il faut le loin. lancer loin et tout, donc on a intérêt à l'armer, Ouais, puisqu'on va prendre avoir de la l'élan. force, on va Eh oui, avoir de mais sauf l'élan. que de l'armée, des Et, fois, ça fait ça, quoi, hein. et regardez, l'armée, là, le fait qu'il l'arme avec énormément de force aussi, bah, il a déployé son secours du mauvais côté. Donc, le truc, c'est et qu'il finit par il finit par finir son balayage vers l'arrière, et donc les suspentes qui passent devant, il peut avoir les pieds qui passent dedans, il peut avoir les suspentes qui montent dans le visage, il peut relancer le secours dans les suspentes, donc ça peut être la cata derrière, hein. Donc, et le bon truc, c'est que on va vers la simplification du mouvement qui est finalement la plus efficace, la plus rapide, la plus efficace, la plus adaptée. Et donc Jérôme, pour bien conclure ce que tu nous expliques, la sortie la plus simple, c'est un mouvement, on tire et on jette tout de suite. C'est ça l'idée, hein. Voilà, on tire, on jette, ou on tire, on lâche. Oui, les deux S'il y a fonctionnent. de la force centrifuge, parce que ça enlève aussi une croyance Oui, on de jette pas. C'est pas l'idée de jeter quelque c'est chose, pas quoi. l'idée de jeter, ça serait déjà tirer le secours, le sortir de son container et
le jeter ou le laisser partir où il doit aller parce qu'il y a de la force centrifuge, ne pas contrer on va dire, le mouvement naturel du secours, en fait. Voilà. Et la question, c'est comment ça se fait qu'on ait envie de le jeter. Ça peut venir simplement de messages, hein, de messages qui traînent ou qui perdurent ou qui sont entretenus, c'est-à-dire c'est où le terme utilisé, il faut tirer ton secours et le jeter. Alors c'est sûr que moi, dans ma tête, si on me dit il faut jeter le truc, oui, je vais le jeter, je vais mettre toute mon énergie, toute mon attention là-dessus pour bazarder le truc, quoi. Et peut-être que c'est contre-productif, quoi. Ouais, donc c'est pas jeter, c'est sortir son secours avant tout, quoi. Voilà, sortir le secours, première action, et ensuite le lancer, le laisser partir. Et donc finalement, de ce qu'on voit sur la tyrolienne, de son étude, de l'analyse que fait Matt, c'est de dire finalement, on revient à un geste simple en fait, qui est sortir, lâcher, quoi. Sortir, faire un grand mouvement circulaire qui va faire un peu de le jeter, mais l'objectif n'est pas de le jeter finalement. Ouais. Alors tu vas voir, c'est plus facile sur les secours ventraux. Apparemment, là, pour tous les pilotes, ça se passe beaucoup plus facilement, quoi. Tu peux nous Oui. donner une Alors, raison? C'est parce que c'est visuel, pareil. là. Alors, C'est devant nous. J'avais envoyé un petit message pour une remarque, c'est-à-dire finalement, il y a beaucoup d'avantages finalement au parachute de secours. Il y en a deux, c'est le côté visuel de la poignée. Le côté visuel de la poignée et le côté où la sortie peut vraiment se faire en un seul mouvement, en fait. Tout va dans un seul mouvement, il y avait pas mal d'avantages. Mais quand on regardera après la deuxième vidéo, il en parle en fait du secours. Finalement, la majorité des pilotes, c'est pour ça que on voit que tous les pilotes ont souvent un parachute sous-cutal, c'est-à-dire que la majorité du matériel s'oriente vers un parachute sous-cutal et non pas du tout ventral, puisque les désavantages ou les inconvénients du parachute ventral, c'est que ça demande une manip au pilote avant de s'harnacher. Il faut que le secours ventral soit bien solidaire, attaché aux cuissardes ou à la ventrale pour pas qu'il bouge en fait quand on tire dessus, qu'il soit bien fixe. Voilà. Donc ces désavantages fait que l'orientation de la position du secours va plutôt vers le sous-cutal dans la pratique vol libre en général, et que même la position dorsale a tendance aussi à pas disparaître, mais à être moins utilisée maintenant. Les constructeurs, on va dire, tout se concentre vers le sous-cutal. On a aussi un petit problème qui a été référencé là par Matt sur des petits gabarits, on va dire, et notamment là ces deux nanas de pilotes qui n'arrivent pas à sortir leur parachute dans le dos en version dorsale parce que, explique-nous pourquoi. Alors là, voilà, là j'étais un petit peu en désaccord avec la conclusion, c'est que c'était une histoire. Voilà, il y avait On va une revoir les histoire images. de cumuler d'avoir un petit gabarit, donc on va dire des membres plus courts, donc c'est moins facile d'aller chercher, de cumuler le fait que la poignée entre le pod, la sangle qui relie la poignée au pod soit longue. Regardez, la sangle fait au moins 25-30 cm. Là, on va le voir aussi, vous avez vu, cette sangle est longue. Mais la question, c'est, il dit que la sangle est trop longue, ce qui est vrai, mais quand on a un parachute dans le dos, comme c'est le cas sur ces 3 vidéos, il est normal que la sangle soit plus longue, parce que si la sangle était courte, on ne pourrait pas faire ce mouvement d'aller chercher son secours dans le dos. Donc pour que la poignée revienne au niveau de la hanche et qu'elle soit visible, on est obligé de rallonger la longueur de la sangle en fait. Donc là, c'est peut-être cumulé, voilà, petit gabarit et longueur de sangle et parachute dans le dos en fait. Donc il y a une solution à trois trouver. facteurs. Il y a une solution à trouver Alors, pour les fabricants, pour ces petits gabarits, quoi. C'est ça l'idée? Alors, ou essayer de trouver un container qui soit dans le dos, mais qui vienne s'ouvrir facilement sur le côté. C'est peut-être ça la solution. Il y a une évolution peut-être du container dorsal, mais je ne sais pas si la sangle peut vraiment se raccourcir, en fait, si on a le parachute qu'on éloigne, en fait, de la hanche. Ouais. C'est pour ça que l'idée des constructeurs, c'est de ramener le secours le plus près, en fait, d'une manière de prendre, donc en ventral ou sous-cutal.
Ben alors justement, c'est l'heure des conclusions sur cette première vidéo. On va voir toutes ses préconisations et tout ce qu'il a vu sur la vidéo. Donc il explique qu'effectivement, on a tendance à aller chercher sur la hanche, que les pilotes tirent vers le haut. Hein, c'est ce que tu expliquais. La majorité des pilotes tirent vers le haut. Qui est problématique. Il explique qu'il vaut mieux faire un mouvement plutôt que deux, parce qu'on a vu pourquoi. Voilà. Il dit que donc, ah oui, aussi un petit problème quand on est sur le ventral, c'est ça. Soit attaché à la sellette, ce qui n'est pas le cas. Là, parce que si tu tires vers le haut, il cumule un très gros secours, beaucoup de poids et qui n'est pas attaché. Donc la force qu'il fournit va déplacer le secours alors qu'il devrait être fixe. Donc ça va encore retarder l'ouverture. Mais là, voilà. Voilà, et la problématique, voilà, il dit obstacle, il dit need better systems, il faut trouver des solutions pour que ça s'ouvre plus facilement. Donc voilà le résumé un petit peu de tout ça, Jérôme. C'est donc peut-être inventer de nouveaux matériels, une ouverture plus facile. Lui, il recommande même de peut-être visualiser l'endroit où se trouve le secours par une couleur, par peut-être même une poignée jaune flashy, quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces préconisations? Ce qui est dit, ou voilà, ce que je préconise, et bien sûr d'autres moniteurs, la majorité des points, on le préconise déjà. C'est-à-dire, par exemple, que la poignée, quand on sort de la sellette, quand on sort de la sellette, quand on s'équipe, elle soit préhensible. Donc, décoller un peu les poignées de la sellette déjà, pour qu'elle soit visible et qu'on la prenne facilement, surtout avec des gants. Donc ça, c'est avec des gants. Donc, c'est déjà des points dont on parle, mais là, c'est bien de le rappeler. Ensuite, là, les points nouveaux pour moi, et sûrement pour pas mal de personnes, il y a 2 points. Il y a le côté de déplacer la poignée vers la hanche, en fait. C'est ça pour gagner du temps, en fait, puisque le réflexe a l'air de venir mettre la main là, donc pourquoi pas mettre la main là. Le deuxième point qui est aussi important, là, que j'ai appris ou qui paraît vraiment flagrant, c'est cette histoire de main qui va vers la hanche et ensuite l'action qu'on fait. Donc on sait qu'il faut tirer latéralement, mais par réflexe, on va tirer avec de l'effort, donc vers le haut. Donc là, il y a une question d'évolution du matériel, en fait, c'est même parce que ça sera plus facile peut-être ou les deux orientations, c'est sur l'évolution du matériel, essayer que même si on tire vers le haut, ça s'ouvre facilement ou ça vienne facilement. Donc là, je ne sais pas, j'ai pensé à un truc, mais qui a déjà été utilisé, il y en a 2. Il y a d'avoir quelque chose de mécanique à l'intérieur du pod, c'est un ressort, hein, ça a été utilisé en parachutiste et aussi en parapente, un ressort comprimé dans le pod qui, quand on fait une action, ça va pousser le secours vers l'extérieur un petit peu. Donc même si on tire vers le haut par réflexe, la moitié du secours est déjà sortie. Ça, c'est un premier truc qui a déjà existé, peut-être qu'il peut revenir avec le système mécanique. Le deuxième système mécanique, ça a déjà été fait, c'est le pod, en fait, est dans une culotte avec 4 élastiques. Donc, quand on met le pod, il faut le forcer dans le container, hein, en sous-cutal. Ce qui fait que quand on libère le pod, la culotte avec les 4 élastiques va pousser, même système qu'un ressort, va pousser une partie du secours vers l'extérieur. Ça a déjà été fait en parapente. Peut-être que c'est des choses qui peuvent revenir, hein, au niveau de l'évolution du matériel. La poignée plus grosse, la poignée plus visible, la poignée placée à un endroit différent. Oui, hein, et puis il parle carrément de voir un circuit visuel, c'est-à-dire peut-être une grosse flèche. Et un circuit visuel peut-être assez tôt, oui, peut-être que déjà en haut de la sellette, on a un circuit avec des flèches, comme on voit dans les avions, comme on voit une flèche énorme. Je ne sais pas, hein, ça paraît incroyable là, de penser qu'on voit une flèche, mais a priori, si c'est utilisé en aviation, c'est qu'en cas de stress, on peut voir la flèche, ou surtout la flèche, c'est quelque chose qu'on connaît. Tout le monde connaît la flèche, tout le monde connaît le feu vert, tout le monde connaît le feu rouge. Voilà, c'est un truc qui est intégré, ça. Donc, mettre quelque chose de standardisé visuel que tout le monde connaît dès qu'on a 3 ans jusqu'à... Il n'y a pas d'âge, on connaît la flèche. Oui, puis c'est vrai qu'on voit les pilotes d'orienter, les pilotes ne regardent pas. Le visuel. Donc, c'est-à-dire utiliser le kinesthésique, c'est-à-dire je ressens la main, la hanche, je ressens la poignée et
en regardant, j'ai tout un système visuel qui m'amène. Ça, oui, ça peut être une évolution parce que là, c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, en stage, ce qu'on préconise en stage, mais quel que soit le niveau, en fait, même dans les premiers vols, c'était déjà d'intégrer un protocole de poignée secours témoin, c'est-à-dire quand la personne est en vol, on lâche la commande côté poignée, on regarde sa poignée, on va mettre la main dessus, ensuite on ne la regarde pas et on va refaire ce mouvement-là pour intégrer ce mouvement, l'emplacement de la poignée. Surtout que quand on a du matériel, si on change d'école, par exemple le matériel, la sellette peut changer. Si on ensuite, en tant que pilote autonome, on change de sellette, la poignée peut changer d'endroit, de forme, de couleur, etc. Donc ça, on en parlera, ça sera dans la formation du pilote, faire cette démarche. Et je pensais à un troisième point technique au niveau de l'évolution du matériel, mais ça on le voit déjà, on l'a pu voir sur des photos, des vidéos, sur les images, vous pourrez regarder en détail, c'est que certains pods, en fait, la poignée n'est pas à l'extrémité du pod, mais est fixée en haut du pod. Et quand on tire la poignée vers le haut, ça a tendance à chasser le pod. Ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Quand on tire vers le haut, ça chasse le pod latéralement. C'est des petits systèmes au niveau du matériel qui vont contrer, même si l'action est vers le haut, pour qu'il y ait une action latérale de sortie du secours. Voilà. Ouais, intéressant tout ça. Et effectivement, et une de de ses premières préconisations aussi, c'est lui, il pense que les poignées de secours devraient être positionnées au niveau de la hanche, parce qu'on l'a vu, Voilà, c'est vraiment le gros c'est une point qui a poignée l'air de très ressortir beaucoup plus haute, cette quoi. vidéo. Ça veut dire. Ouais. Ou plus haute ou décalée au moins, Ouais. parce qu'elles sont plus vers la cuisse que vers la C'est hanche. ça, il Et s'oblige plus à faire grossière. un Voilà. effort pour aller la chercher, tandis que c'est Voilà. vrai que Et peut-être que le fait, je pense à un truc par rapport au mouvement vers le haut, moi si j'ai une poignée haute, je vais avoir du mal à tirer vers le haut et peut-être que ça va ouvrir le mouvement vers l'extérieur, le fait d'avoir une poignée haute. Alors que si j'ai une poignée basse, mon premier réflexe, ça sera de tirer ouais, vers le haut et pas vers l'extérieur. Je sais pas, c'est une idée là qui me vient comme ça. écoute, c'est bien, ça va être soumis aux fabricants, tout ça, et je pense que ça va apporter des choses. Ça, Il y c'était a le la troisième, oui, et il y avait le Oui, dernier point, c'était vas-y. l'équipement, c'est tous les Oui, tout petits à fait, obstacles, tout à fait. la manière d'être habillé, les sangles qui traînent, les morceaux. On voit une image où le gars, il a un accélérateur. Plein de pilotes ont ça, c'est normal en fait. Les accélérateurs sont trop longs, donc il reste un morceau de 20 cm qui traîne et qui embête systématiquement, soit qui embête concrètement, soit on y pense, on le voit tout le temps. Et ça, et si on prend ce truc-là, eh ben, ça va encore retarder l'action sur la poignée du pilote. Jérôme, on va continuer parce que ça, c'était la vidéo de Oui, l'an et dernier. oui. Il a amélioré, on va dire, il a continué ses expériences, Matt, et cette fois, il les a fait dans des conditions, on va dire, qui se rapprochent un petit peu plus de la réalité. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte cette fois? Et voilà, c'était ce qu'il a amené, parce qu'il a amené les points faibles de cette première analyse et expérience. Donc, il a voulu se rapprocher encore plus de la réalité des configurations où le pilote doit tirer le secours. C'est des configurations où le pilote tourne avec une force centrifuge. Donc, un système pour simuler ça s'appelle le G-Force. Donc là, c'est le système qu'il a utilisé dans une structure privée en Allemagne. Et donc, le contexte, c'est un gros système de centrifugeuse sur lequel le pilote va s'arnacher et le truc va se mettre à tourner dans un sens et dans l'autre, on en parlera juste après. Et il va y avoir exactement le même protocole, c'est-à-dire ce sont des pilotes qui ont une trentaine d'heures de vol par an, ils ont des gants, ils ont les poignets avant de partir, ils doivent faire quelque chose de cognitif avant, un petit penser Voilà, à un réciter mot, toujours des mots dans la tête. voilà, Ouais. voilà, pour essayer de porter l'attention sur autre chose. Et le pilote doit tirer son parachute de secours à un signal auditif, une sirène et des Des signaux petites LED. visuels, des Ouais, lampes c'est qui ça. s'allument, Ouais. des LED qui s'allument. Donc c'est pareil, et tout le monde a les mêmes consignes et le même protocole. Et pareil, il va filmer qu'est-ce qui se passe. Alors là, on voit ça tourne vite et ça monte à pas loin de 4G avant le signal de sortie. Et 4G, c'est 4 fois son poids. Hein. C'est C'est pas 4 fois rien. son poids, donc c'est pas du C'est tout anodin. Hein. C'est c'est perte de repère. un bon départ en Perte de autoroute. Hein. repère. Alors, c'est soit de l'autoroute, soit de la spirale.
je ne sais pas si on en parle maintenant, mais c'est deux choses différentes. Ouais, on va en parler Voilà. juste après en regardant les D'accord. vidéos. Donc voilà, voilà ce que ça fait dans le monde réel, surtout quand on part en marche arrière, hein, parce qu'il n'y a pas que de la Voilà. marche Alors avant, ça, c'est ça. c'est ce qu'on appelle de l'autorotation due. Alors celle-là, elle est due à une cravate. On va le revoir. Et on va le revoir. Ça, c'est dû à une cravate. La voile est coincée. On voit bien que c'est le pilote qui tourne. Alors, non, c'est Là, la il voile tourne qui tourne autour du. voilà, Il là, il tourne en tourne en avant. arrière. Il Voilà. tourne en arrière, là, le pilote. Là, on a l'impression Voilà. qu'il tourne en avant. Le Là. pilote tourne autour de sa Ah oui. voile, en fait, qui est plutôt sur un axe vertical. C'est le pilote qui tourne autour et il tourne en arrière. Donc, pour simuler ça, et ben sur le G-force, il va faire tourner les pilotes vers l'arrière, en fait. C'est l'image de droite. Et l'image de gauche correspond à une spirale. Donc, le pilote tourne vers l'avant. Et je me suis permis d'envoyer un message là sous la vidéo, c'est-à-dire que je suis très content en fait qu'ils aient fait la différence parce que tout le monde, on fait souvent un amalgame en tant que pilote, on fait un amalgame, c'est-à-dire quand on pense qu'on est en autorotation, quand la voile est fermée et qu'elle tourne, qu'on tourne toujours comme une spirale et pas du tout, on tourne comme en la manœuvre SAT en voltige, on tourne vers l'arrière. C'est pas du tout pareil. Et souvent, on fait l'amalgame des deux. Et là, j'ai trouvé super qu'il fasse la différence des deux et surtout qu'il la simule. Voilà, rotation vers l'arrière en SAT. Si la voile est fermée, bloquée ou cravatée, voilà comment ça tourne. Oui, donc on peut pas le reproduire sur une tyrolienne, ni les mouvements, quoi. Exactement. C'est ni Voilà. la force, j'allais dire léger, quoi. Léger, c'est pas possible. La perte de repères visuels, les sensations, donc le stress. Ça Et ce rajoute qui à la a, tyrolienne, hein, ça rajoute au stress parce ah que les ben G, ça, on se c'est de la rapproche de la force, hein. réalité. Parce Exactement. qu'il faut rappeler que 4G, ça veut dire que le parachute qui pèse 3 kilos, le secours, il en fait 12. Exactement. C'est 4 fois le Et- poids, hein. Exactement. Et le Tout, bras, tout et son bras de est, 2 kilos, il en fait 8, quoi. il y a un peu plus, voilà, tout est monté en effort à fournir. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'il a voulu voir, c'est est-ce que ce qu'il avait fait en tyrolienne était faux, en fait? En fait, pas du tout. Ça va se confirmer. Et il y a quelques petits éléments qui vont se rajouter, mais plutôt dans le bon sens, en fait. Donc, il a complété et confirmé ce qu'il a fait avec la tyrolienne, avec le G-Force. On va voir ça. Voilà, on voit ce qui se passe sur la tyrolienne. Donc, un petit rappel sur les mouvements. Ouais. Voilà, donc là, avec les résultats qui s'affichent, il explique que 85% des pilotes mettaient la main sur la À la hanche. hanche. Ouais. Et là, c'est 83% avec 4G, hein. Donc on retrouve la même problématique. Donc ça a été confirmé, le fait que les gens aillent, par réflexe, après avoir lâché la commande, par réflexe, aller chercher au niveau de la hanche. Là, c'est au niveau de la cuisse. Là, maintenant, Et 63% est dit au niveau de la cuisse. voilà, c'est quand ça tourne vers l'arrière. Ça, c'est un élément nouveau, c'est-à-dire qu'en autorotation, le pilote, il a vu que les pilotes allaient chercher plutôt devant la cuisse et ensuite reculer la main vers la hanche quand ça tourne vers l'arrière. Et quand ça tourne vers l'avant, les gens vont plutôt chercher à la hanche et avancent vers le genou pour aller chercher au niveau de la poignée qui est un peu plus devant, en fait. Ouais, c'est marrant. C'est une sorte Ouais. de réflexe. On va ou devant ou derrière en fonction de En fonction du type de rotation. Ouais. Peut-être une explication mécanique, comme ta main est plus lourde, Alors, elle part derrière ou elle part plus devant. voilà, je sais pas après, je sais pas comment on peut analyser ce mouvement-là à cause du sens de rotation et de la force centrifuge ou de la perte des repères visuels ou la facilité, voilà, d'aller chercher. C'est vrai que si on tourne vers l'arrière, peut-être le bras va est projeté plus vers l'avant, donc il va plutôt vers l'avant de la cuisse, tout à fait. Là, pareil, la même problématique, c'est le tirer vers le haut. Et Voilà, donc ce ça, qu'on a ils vu ont tout à l'heure, retrouvé ça tiré vers le haut parce qu'il fallait de l'effort. Et, ça c'est sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, tu vas le voir que centrifugé, eh ben, il y en a beaucoup moins. voilà. Et c'est-à-dire que la force centrifuge, finalement, va aider. C'est-à-dire que la force centrifuge à 4G ou entre 3 et 4G, à un moment, le pilote arrête d'insister. Peut-être que la force centrifuge lui dit, bon, là, il faut peut-être arrêter de tirer là. Il y a peut-être un endroit qui est plus facile à aller et ça serait latéralement vers l'arrière. En fait, il tire, il lâche. Et ça a l'air de se reproduire plus facilement avec la centrifugation. C'est pour ça que la force centrifuge va plutôt aider, c'est-à-dire que c'est plus compliqué au pilote d'aller à l'inverse de la force ou de faire un effort contradictoire, donc il va tirer lâcher.
c'est plutôt pas mal, hein, en fait. C'est-à-dire que ça va simplifier le mouvement. Voilà, centrifugé, il n'y a plus qu'un seul geste et voilà, on Voilà. sort le secours et on le lâche, quoi. C'est Et on ce le que tu lâche disais. parce que la force centrifuge va, le secours avec la force centrifuge en bout de bras, il va arriver, il va peser 10 kilos, donc il a intérêt à le lâcher, en fait. Donc c'est Et lui, bien. il avait même carrément oublié que c'était devant, j'ai l'impression. Ah ouais, celui-là, oui, oui, Ouais. ce qu'il dit, c'est qu'il a été cherché à la hanche par réflexe, alors qu'il a un parachute ventral où il voit la poignée et tout, mais par réflexe, Comme quoi, c'est le ça qui est stress, hein, intéressant. c'est étonnant. Hein. La hanche, ça a l'air d'être un point très récurrent. Donc intéressant tout ça, Jérôme. Hein, ça confirme des choses que l'on voit dans la première expérience de l'an dernier. Et surtout, ce que tu dis là, c'est en marche arrière dans cette position Ah SAT. oui. Il y a d'autres constats encore. Hein, ça, c'est impressionnant. Ouais. Ça, c'est vraiment excellent, je trouve. Voilà, déjà, ça permet d'être précis sur le message et ce qui se passe en réalité pour faire la différence entre une spirale, c'est-à-dire on tourne le visage vers l'avant, le vent relatif. Donc ça, c'est une configuration où c'est ce qu'il y a de plus simple pour tirer son secours, dans le sens où dès qu'on lâche, le secours va être lâché, va partir derrière avec la force centrifuge et surtout va s'éloigner du pilote et du secours. Alors que la configuration réelle la plus, on va dire, la plus souvent retrouvée pour tirer son secours sur un côté d'incident de vol, c'est voile fermée ou voile cravatée. Et là, on tourne comme en SAT, c'est-à-dire le dos en arrière. Et comme on tourne autour de la voile, quand on lance son secours, il y a aussi une force centrifuge qui va emmener le secours à l'extérieur. Donc, c'est faire la différence de rotation. Et surtout, le risque, là, il y a un risque supplémentaire, c'est que la voile qui tourne va rattraper le secours. C'est un des risques qu'on a en situation réelle en autorotation, qu'on n'a pas en spirale, c'est que la voile rattrape le secours. Mais on a vu que le bénéfice, là je reviens sur tout le début de notre débriefing, le bénéfice à tirer le secours par rapport au risque est bien supérieur. Donc même en SAT, avec un risque, la voile rattrape le secours, on tire quand même son secours. On va en parler, ça, Jérôme. Juste avant qu'on fasse une conclusion générale sur tout Oui, ça, sur le secours, sur ce que tu préconises, sur ce qu'il faut faire, sur le mental qui est oui. important aussi dans tout ça, hein, et sur, j'allais dire, l'entraînement que ça nécessite. Finalement, c'est ce qu'il raconte là, Matt aussi, c'est le secours doit plus être un truc bizarre, mystérieux qu'on Exactement, ouais. a sous les fesses ou Qu'on veut devant. surtout pas aller voir, ouais. Ouais, c'est ça. Ni on ose le sortir, ni on ose le déplier ou le lancer. C'est là et au cas où, hein, si jamais. Donc tout ça, c'est important Ça d'en évolue, parler, ouais. voilà, et de le dédramatiser. Donc ça participe à tout ça. Et on en avait parlé dans un précédent Oui, Wingmaster Live. Là, il y a eu la tyrolienne du lac aux Branches à La Roque dans le 33. Ça vient du site Pliage et Technique Secours Parapente qui est assez marrant. Ils ont fait une vidéo qui s'appelle Incident cocasse en tyrolienne. On va voir, Jérôme, ce qui se passe pour des pilotes dans la réalité. Ça, c'est étonnant. Oui, on peut en rire, hein, parce que c'est de l'entraînement, oui. mais il y a des trucs rigolos. Hein. Alors voilà là ce qui est très bien sur cette vidéo. Alors il y a le côté marrant qui fait sourire, mais c'est important, c'est qu'on va voir sur cette vidéo, vous la connaissez, hein, ça permet les pilotes. La seule consigne qu'ils ont, c'est qu'une fois que ça part, ils tirent le secours. Donc le protocole est pas du tout est moins scientifique que ce qu'a fait Matt, mais ça permet de voir toutes les variétés de ce qui peut se passer. C'est Alors, il y en pour a un ça qui qu'il faut tire, prendre. il se passe rien. Voilà, ben, il y en a un, il tire, il sait pas où est son secours. Je crois Il est sous les il se fesses, là, passe rien. il Oui, est ah oui, pend, il il pend pendouille. dessous, voilà. Donc sur cette tyrolienne, on va voir que tous les essais, il y a différents trucs. On voit des erreurs de pliage, on voit Là, ça part pas. alors, ben, la poignée est pas accrochée au pod, on dirait. Voilà, là, il a trop d'efforts à fournir et tout ça, c'est ça en fait les trucs qu'un pilote. Et on voit que le matériel est différent, Là, que lui, il les le poignées lâche sont pas. pas les mêmes. Lui, il oublie de le lâcher. Donc là, ça réunit vraiment plein de choses: pliage, manière de faire, mauvais montage, mauvaise action à deux mains, etc. Même le secours pas attaché à la sellette. On ne sait pas comment faire. Voilà, ça c'est vraiment excellent tout ça, quoi. Et ça permet de la manière dont c'est présenté, c'est rigolo et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et en même temps, ça dit qu'il faut s'en occuper. C'est un truc important. Il faut se dire, mais comment ça fonctionne ce secours? Il fait partie de mon matériel. Il faut que je mette le nez dedans, quoi.
et Et que ça, c'est j'apprenne à mettre super une humain. important de quand on peut aller faire une tyrolienne, d'aller le faire. Ou pourquoi pas de quand on fait un stage civ. Alors voilà, le dernier là, moi, il me fait beaucoup rire. C'est Ah, quand même celle-là, c'est excellent parce qu'il y a le plus. beaucoup de concentration, un mouvement, mais le Il y a secours rien. n'est pas Il, attaché. il est même très Donc, content à la fin de lâcher il son est très truc. content. Oui, parce qu'il ça a bien marché son truc, il était Hop, extrêmement rapide, c'est le plus rapide de tous les essais, mais il mais est pas il sert à attaché. rien, quoi. Il Voilà. sert à rien. Et Et c'est ouais. vraiment bien. Et c'est pour ça cette vidéo est On va très vous bien mettre le parce qu'il lien hein, faut, sur, ouais, vous allez avoir le lien il là. faut la regarder Ouais. et rigoler parce que c'est vraiment marrant. Et en même temps, ça vous montre quand il y a 10 lancers à peu près, ben, il y a 10 situations différentes qui correspondent à des situations de pilote, des situations qui peuvent être réelles et tout. Donc ça donne une idée de tous les thèmes qu'il faut regarder, formation, matos, pliage, état d'esprit, etc. Et donc Jérôme, pour conclure là tout ce qu'on vient de voir, il y a des choses importantes déjà au niveau du matériel que tu préconises, que tu as remarqué. Il y a 3 pôles importants. Le premier, c'est l'évolution du matériel. Donc, on a vu les points importants qui sont sortis, c'est une poignée visible plus grosse et pas collée à la sellette. Sur l'évolution du matériel, un système d'ouverture qui permet une plus grande sortie, une plus grande possibilité de sortie du secours, surtout latéralement et vers le haut. Donc ça, c'est les concepteurs qui doivent pencher sur le truc. On a vu la poignée. Et ensuite, peut-être un système et un troisième point important sur le matériel, c'est que le pod et la poignée soient bien en lien avec la marque de la sellette et la conception de la sellette. Ça a l'air d'être un point important parce que comme le matériel est varié, pour essayer de standardiser déjà le matériel, il faut que chaque sellette soit proposée avec le pod qui va avec. Donc le pod, ça peut être la forme, la taille, etc. Et la poignée qui va avec pour que ce soit un ensemble, que le pilote n'ait pas à faire un montage entre le pod de la marque du parachute de secours avec la poignée de la sellette dans le container de la sellette. Ça fait trop de points où il pourrait y avoir des contradictions, des conflits de fonctionnement. Autre chose importante, outre le matériel, c'est aussi la formation des pilotes. Hein. Important peut-être de se former sur une tyrolienne, que les clubs s'y mettent, qu'on trouve des endroits pour aller faire des tyroliennes, ou pourquoi pas faire en cive, quand on est en cive, demander à pouvoir sortir son secours. Ça, c'est une des possibilités, Jérôme. Voilà le deuxième point. Alors, on va pas tout mettre la faute ou la responsabilité au matériel. C'est un premier point. Le deuxième, c'est tout ce qui est la formation, donc l'action du pilote. Donc, les clubs organisent déjà des soirées, les clubs ou les écoles, hein, des soirées pliage secours, des possibilités de lancer le secours sur tyrolienne, sur portique, tout, il faut prendre tous les manières de tirer son secours, que ce soit sur portique ou même debout si vous n'avez pas de portique, c'est faire le geste, comprendre comment ça fonctionne. Et Toi, bien sûr, tu préconises effectivement de le faire à la maison. On peut s'asseoir ah sur ben sa bien sellette sûr, et parce sortir. que parce qu'il n'y a pas que le lancer, il y a aussi le pliage. C'est tout dans l'objectif de s'approprier le matériel. Donc, si on n'a pas de portique, on ne peut pas se pendre chez soi, pendre sa sellette, et ben on peut faire le mouvement debout. Alors, bien sûr, il y aura quand même, ça remplace pas le fait d'être sur un portique parce qu'il y a moins de tension dans la sellette, mais ça permet de dédramatiser le truc. C'est un des objectifs, s'approprier son secours, être capable de le plier. Donc, avant de le plier, autant le sortir de sa sellette, voir comment ça fonctionne, voir quel mouvement on peut faire. Quand on est debout, on peut faire plutôt un mouvement latéral que vers le haut. On peut découvrir ça. Donc, tout ce qui permet des actions en lien avec l'apprentissage de son matériel, notamment là, le secours, il faut le faire, il faut le prendre. Faites-le seul, faites-le accompagné, faites-le en club, faites-le en école. Donc, tout est bon. Le CIF va permettre de faire vraiment situation réelle au-dessus de l'eau, donc dans un milieu sécurisé où vous allez rajouter l'autre élément, c'est la descente sous le secours. Donc l'affalement de la voile principale, la position, la posture, ce que vous allez ressentir, etc. Et en plus, sur un stage en milieu sécurisé, vous allez pouvoir mettre en une situation avec la force centrifuge, avec un incident de vol provoqué, une fermeture maintenue, etc., pour vraiment vous mettre dans une situation qui va se rapprocher du réel. Voilà. Ensuite,
qu'est-ce que je voulais dire après? Ça va dépendre du niveau, c'est-à-dire quelqu'un qui débute le parapente en formation, il ne va pas aller faire un stage CIF tout de suite, ça serait plutôt pour des pilotes confirmés qui volent et qui rajoutent un complément à leur progression. Un pilote qui est débutant, qui a 10 vols, il peut le faire supportique, il peut faire des poignées témoins secours en vol, accompagné à la radio par le moniteur. Et après, en pilote autonome, c'est un truc que vous devez faire régulièrement pour, rappelez-vous, intégrer un mouvement qui va devenir réflexe, savoir où est votre poignet, faire le mouvement visuel et kinesthésique. Voilà. Donc ça, le faire régulièrement. Savoir aussi dans la formation, là, on se dit comment tirer le secours, mais aussi il y a tout le côté analytique, c'est-à-dire pourquoi tirer son secours, dans quelle configuration, pour définir et pour permettre un temps d'analyse, en fait, pour pas que ce soit, oui, est-ce que c'est une autoroute, est-ce que c'est une spirale, est-ce que l'événement est irréversible, est-ce que je suis près du sol, pour que tout ça, l'analyse devienne très rapide. Et Jérôme, aussi, point important, c'est le mental, hein, quelque chose qui te tient à cœur. Se dire, dédramatiser ce secours, travailler sur le mental. Comment on peut faire pour je ne sais pas moi, peut-être visualiser le fait de sortir un jour son secours. Peut-être tout simplement que se dire que le secours, ça sauve des vies. Hein, c'est ça qu'il a. Déjà partir de ça que moi, c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis dans une situation, ça m'est déjà arrivé une fois, de me dire est-ce que je sors le secours et me poser la question une demi-seconde, me dire peut-être que je vais réussir à m'en sortir. Bon, j'étais pas dans un truc catastrophique, mais est-ce que c'est pas ça le truc à un moment de se dire quoi qu'il arrive, le secours, il faut que je le fasse quand c'est la dernière issue possible. Alors déjà, oui, il faut partir du constat que le secours fait partie du matériel en vol libre et qu'en cas de situation irréversible près du sol avec des taux de chute importants et tout, ou de collision ou quelque chose il faut que l'analyse soit très rapide pour passer à l'action du secours. C'est-à-dire que l'action là va faire partie à un moment, il faut faire cette action. Ici, on n'est plus là dans la gamberge, etc., ou dans la viscosité mentale et tout, mais tout ça, c'est pas facile. Et donc sur le côté, et c'est pour ça, je reviens sur un point de la formation par rapport à ce que tu dis, c'est que la formation peut permettre aussi de définir quelles sont les situations et les comprendre dans lesquelles il faut tirer le secours, et c'est pour faire la différence entre là le secours, non, c'est pas là qu'il faut tirer le secours, là il faut comprendre ce qui se passe, arrêter de faire du surpilotage, sortir de la zone, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer de secours quand on a peur, en fait, par exemple. Mais tirer son secours quand il est nécessaire de tirer son secours, c'est qu'il n'y a plus de questions à se poser. Donc, il faut une analyse. Et pour qu'il y ait une analyse, il faut comprendre les situations. Il n'y a pas beaucoup de situations où il faut tirer son secours. Hein. Je le rappelle, c'est une situation irréversible près du sol où ça tourne, on peut plus rien faire, où on n'a plus le temps de faire, où on n'a pas l'expérience de faire, il faut que ça aille très vite. Donc là, c'est pas de question, on tire le secours. Une collision en vol, il ne faut même pas se précipiter, il faut qu'il y ait toujours un temps d'analyse. Mais pour qu'il y ait ce temps d'analyse, il faut comprendre la situation, et pour la comprendre, il faut la comprendre en anticipation, en formation, qu'on comprenne les différentes situations possibles. Il n'y en a pas beaucoup. Et sur le troisième point, sur le mental, je me suis posé la question là-dessus. Mon expérience personnelle, j'ai tiré en peut-être 80 fois le secours, mais en situation, on va dire, en milieu sécurisé, soit pour tester des secours, soit parce que j'ai eu des ruptures de matériel ou des situations irréversibles, mais toujours dans le milieu sécurisé. Donc là, il y avait un côté où le matériel faisait partie de mon secours et je pouvais l'utiliser à tout moment. Et ça m'est arrivé 2 fois en situation réelle, une fois en rupture de matériel au-dessus du sol et une fois en situation irréversible, twisté en rotation près du sol. Donc là, il fallait que je tire mon secours. Et en me remémorant ces 2 situations, je n'ai pas été en situation de stress. Donc, et je me suis posé la question, mais comment ça se fait que je n'étais pas en situation de stress qui m'a par exemple paralysé ou qui m'a fait combattre en fait, ou pas tirer mon secours. Parce que tu es un surhomme, Jérôme. Comment ? Parce que tu es un surhomme, je dis. Pas du tout, non. C'est-à-dire que je me suis dit, mais quel était le contexte à ce moment-là? C'était un contexte où je testais une voile, en fait. Donc, dans ce contexte-là, le matériel le secours fait partie du truc et une option à un moment, en fait. Donc,
Tu y as déjà j'étais réfléchi, quoi. C'est déjà le Voilà, cerveau, c'est-à-dire qu'il y a c'est déjà une exactement, porte il y de a une sortie, quoi. situation où le secours fait autant partie de il faut que je lâche mes commandes, il faut que je contre, il faut que je pilote, il faut que je m'éloigne du relief. Et ben là, il faudra tirer le secours dans cette situation-là. Donc, c'est comme si la situation était préprogrammée en fait. Si en rupture de matériel, il faudra tirer mon secours. Et donc, quand je me retrouve en rupture de matériel, c'est là où la connexion se fait très vite. Il n'y a pas de gamberge à avoir, je dois passer dans l'action. Donc, comme je passe dans l'action, je ne suis pas dans le stress, en fait. Quand je passe dans une action réfléchie, même si elle est réflexe, même si elle est rapide, je ne suis pas dans le stress. Et dans la situation de l'événement, situation irréversible, c'est-à-dire pendant tous les protocoles de test des voiles, de fermeture, on est sur des prototypes, il y a toujours une petite case, il y a toujours une petite place dans la tête où, si on est en situation irréversible, le secours fera partie où on devra intervenir avec l'action sur le secours. Donc, il y a une place là-dedans. C'est-à-dire que cette place, je me suis dit, je ne sais pas comment la dire en formation ou au niveau mental, c'est qu'il n'y a pas à ce moment-là de surprise. Ou la surprise, on est surpris, bah tiens merde, on est dans une situation irréversible, mais on connaît ce truc-là. On s'est dit, on s'est préparé à ça. Donc je me suis dit, c'est ça le travail au niveau mental, dont on peut passer sur la connaissance, la définition de la situation qui amène à utiliser le secours. Ensuite, la visualisation, etc. Je visualise tirer le secours. Alors, on fait de la visualisation plutôt positive. On s'imagine être en autorotation, avoir besoin de tirer le secours et ça fonctionne. On s'imagine des suspentes qui cassent et on est dans une situation où on agit sur son secours et ça marche. C'est ça la visualisation positive et ça l'avantage, c'est qu'on peut le faire plein de fois pour essayer en réel ensuite de limiter la surprise en fait. Et quand la situation arrive, on l'est déjà en tête à un moment ou une case dans la tête. Un Ça veut peu pas dire qu'il faut analysé, quoi. On a déjà fait voilà, un il faut pas circuit y penser neuronal, quoi. il faut pas y penser tout le temps parce on serait complètement stressé en Bien permanence, sûr. mais il y a la place de ce truc-là. Et il y a la grosse différence après quand l'utilisation du secours en réel, en fait, ça m'est jamais arrivé, par exemple en cross ou etc. Parce que finalement, en cross et tout, comme on est attentif et surtout on veut pas qu'il y ait d'incident de vol. Donc on est toujours attentif, concentré, on est plus attentif encore à ce qui se passe quand la situation devient turbulente, etc. On avait parlé des niveaux hein, déjà, on est peut-être en niveau 3, c'est-à-dire en concentration permanente, attention permanente sur ce qui se passe. Donc ce qui fait que ça limite le risque d'être surpris puisqu'on on est dans de l'action en fait. Voilà. Bon, hyper intéressant tout ça, Jérôme. Pour terminer, juste rappeler, je le disais tout à l'heure, le secours sauve des vies. Il y a eu des statistiques de la Fédé qui le disent. C'est qu'il n'y a jamais eu de mort une fois que la personne avait sorti son secours. Hein. Voilà. C'est Alors, ça je n'ai l'idée. pas Hein. les statistiques dans Ouais, le monde entier, mais en tout cas, le bénéfice à tirer son secours, même s'il y a certains risques, comme c'est pas dirigeable, une fois qu'on est au sol, eh ben, on peut être tiré par le vent, on peut arriver dans des baraques, etc. Mais par rapport à ces risques qui sont liés à l'ouverture de secours, les bénéfices sont extrêmement plus importants. Donc, quand on a besoin, il faut tirer le secours. Donc, le secours fait partie du truc. Et on a vu que les accidents mortels qu'il y a eu, le secours, alors je n'ai pas le nombre, j'avais demandé justement dans les situations où il y a eu des accidents mortels, est-ce qu'on sait si le secours pouvait limiter la casse en fait ou empêcher un accident mortel. Voilà. oui, on ne sait pas, c'est difficile de le déterminer, mais on C'est sait qu'il y difficile de a un dire, mais en tout cas, certain on sait nombre d'accidents où il n'a pas été sorti, quoi. Et on se demande voilà, on pourquoi, sait même le de nombre pro. d'accidents où il n'a pas été sorti, on sait le nombre d'accidents mortels, et c'est sûr que dans cette proportion-là, le secours permettait d'éviter l'accident mortel. Bien Donc, sûr. il faut. Et le truc, c'est pas l'avoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est comment ça fonctionne. Et le fait de mettre le nez dedans, on se rend compte finalement, c'est pas si compliqué que ça, en fait, parce qu'on dédramatise, en fait. C'est pas un diable, c'est pas comme dit Matt, le truc mystérieux, comment ça fonctionne, on a la poignée rouge, on achète le matos, il y a la poignée, et on espère ne pas le sortir. Apprendre à le sortir, il peut y avoir du ludique. On l'a vu sur la vidéo de la Ouais. d'Hérodienne. Il y a des échanges avec d'autres pilotes. Il y a de la compréhension, il y a de la formation, il y a surtout de l'autonomie. Donc l'action du pilote, finalement, par rapport à l'évolution du matériel, elle est plus importante
que l'évolution du matériel est indispensable. Par contre, je pense que l'action du pilote dans sa formation, etc., c'est au moins les 2 tiers. Voilà. C'est toujours pareil, quoi. Bon, donc allez-y, n'ayez pas peur du secours, entraînez-vous, demandez à votre club des actions de formation, que ce soit de la tyrolienne, que ce soit aller faire un cil, Voilà. que ce soit juste sur un Demander portique, à un le instructeur sortir. d'intervenir dans le club pour ça, pour amener des éléments. Le club, les écoles, les instructeurs, voilà, il y a plein de moyens en fait d'accéder à la formation secours. Et on voit que maintenant, parler du secours, à une époque, on n'en parlait pas trop dans les stages, on mettait la poignée et tout, mais petit à petit, voilà, petit à petit, ça rentre dans la formation, on en parle très tôt, comment ça fonctionne, pour que ça fait partie comme de la sellette, du casque, d'une radio, d'une protection dorsale, des élévateurs, voilà, il y a ça qui fait partie du truc. Bon, en tout cas, les études du docteur Matt Walksalve Oui, sont super intéressantes. On espère qu'il va continuer dans cette voie à nous fournir encore des travaux de Voilà. qualité comme ceci. Il y a on ne connaît pas d'expérience identique en France. Donc là, ça se passe en Angleterre. Aussi complète que ça, non. Et c'est bien parce que ces 2 vidéos ont créé, même René sur Rocks Outdoor Voilà, tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. A fait la traduction, quoi. Allez voir sur Rocks Outdoor, Paragliding Rocks Outdoor, vous allez avoir toute la traduction en français. Synthèse, voilà, et la synthèse, vous revoyez la vidéo, il y a le texte écrit, donc c'est pas mal pour avoir des infos. Et on était content aussi avec Jérôme de décrypter cette vidéo qui circule beaucoup ces jours-ci et qui a beaucoup fait parler parce que c'était une première, c'est ça Oui, c'est surtout, c'est très complète et ça amène plein d'éléments nouveaux sur différentes orientations, pilote, matériel, manière de faire. Et donc c'est bien parce qu'il y a des petits trucs qui sont faire, je pense, la manière dont on est habillé, c'est que le pilote, s'il pense à ça, comment il est habillé quand il va voler, que c'est ses sangles qui traînent, je veux dire, c'est une bricole en fait. C'est pas grand-chose pour faire le ménage, on va dire. Et pourtant, ça peut faire gagner 2 secondes, quoi. Donc c'est énorme. Ça peut sauver une vie. Ouais. Surtout, voilà, on l'a vu. C'est important. Donc merci Jérôme pour ce décryptage dans ce Wingmaster débrief sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle, abonnez-vous ici en cliquant dessous quelque part. Appuyez sur la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. C'est toutes les semaines, le samedi aux alentours de 18h, on s'est fixé ça. La prochaine fois, ça sera peut-être un live, peut-être un autre contenu. On y travaille avec Jérôme. En tout cas, rendez-vous sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager ce lien, à le faire connaître à vos amis sur Facebook, sur YouTube, etc. Et puis Jérôme, merci beaucoup encore pour ton expertise, pour tout ce que tu as apporté sur cette analyse. Et allez voir notre masterclass wingmaster.top. Vous avez toutes les infos sur notre site dédié. La communauté est là aussi pour vous accueillir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci Jérôme. Passe une bonne semaine. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas dessous à mettre des commentaires. Bien sûr. Que ça me permettra d'y répondre, puisque là, vous allez voir ce truc enregistré, vous ne pourrez pas le faire en direct. Exactement. Par contre, vous aurez le temps de regarder et de mettre les commentaires, et puis on va échanger avec plaisir en dessous. Ou vous échangez sur YouTube, là, sur la version gratuite, si vous n'êtes pas abonné à Wingmaster. Sinon, venez sur la communauté Wingmaster et vous posez vos questions à Jérôme qui vous répondra directement. Mais en tout cas, commentaires avec grand plaisir. Merci Jérôme, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, normalement. Tout va bien. Allez, ciao. Bah oui.